Alors, les objectifs donc, pédagogiques de ce topo, c'est de connaître le positionnement normal du matériel utilisé, connaître l'évolution naturelle d'une arthrodèse rachidienne, parce que vous allez le voir, ça évolue dans le temps, et savoir repérer ces fameuses complications. Donc, c'est important, comme le chirurgien vous l'a montré, vient de vous le montrer, de bien connaître le type de matériel utilisé et le type d'arthrodèse effectuée. Ça permet à l'imageur, entre guillemets, donc radiologue, médecin nucléaire, de bien comprendre la pathologie et le suivi de l'éventuelle pathologie. C'est important aussi de bien connaître les aspects post-opératoires, notamment post-opératoires précoces, pour ne pas décrire à tort des hématomes ou de l'infection. La définition de l'arthrodèse, c'est la fusion osseuse. Donc l'idée, c'est de fusionner une articulation pour en limiter la mobilité. Voilà ici une arthrodèse au niveau du rachis cervical, un post-op précoce avec un greffon osseux. À 4 ans, c'est complètement fusionné. Et le chirurgien, comme il vous l'a montré, il a utilisé du matériel pour faciliter cette fusion. Le chirurgien va vouloir obtenir une fusion intra-articulaire, c'est la fusion discale et la fusion zygapophysaire, et ensuite il y a les fusions extra-articulaires, la fusion au niveau des lames et des apophyses transverses, et me semble c'est en mettant du greffon osseux. Le but de l'imagerie, c'est de vérifier l'intégrité et le positionnement du matériel, d'évaluer la statique rachidienne en post-opératoire. Souvent, ça s'est fait sur des clichés radiographiques standards en statique. Repérer les absences ou les anomalies de la fusion osseuse, repérer les complications et bien sûr évaluer l'évolution de la maladie sus ou sous-jacente. Donc, comme je vous le disais, l'intérêt de l'instrumentation, c'est d'assurer la fusion. Ce qui est important de savoir, c'est que ça va fusionner plus rapidement au niveau du rachis cervical, en moyenne 3 à 6 mois, alors qu'en lombaire, ça va être plus long, 6 à 18 mois. Donc voici, comme je vous le disais, l'objectif à atteindre. Ici, un suivi sur une arthrodèse de rachis cervical, le post-op précoce. À 4 mois, on commence à avoir une fusion. À 12 mois, c'est complètement fusionné. À 4 ans, on pourrait même enlever éventuellement la plaque. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder, nous, en imagerie? En fait, on va regarder l'apparition des ponts intersomatiques. Donc ici, vous avez une arthrodèse, vous voyez les vis, c'est des vis qui ont été cimentées. Et puis, le chirurgien a mis un matériel, a mis une cage intersomatique que vous retrouvez ici. Je vous l'ai schématisé ici en rouge. Ça, c'est votre cage intersomatique. Et avec le temps, donc il met sa cage, et éventuellement il met du greffon osseux, pour faciliter cette ankylose. Et avec le temps, donc, vont apparaître ces petits bourgeons osseux que je vous ai représentés ici, pour obtenir idéalement ce résultat-là, vraiment des ponts osseux entre les deux vertèbres. Donc ici, un suivi à 3 mois, on voit l'apparition de petits ponts ici osseux. On voit ici, vous voyez bien le matériel, les deux petites cages. Ici, un suivi à 6 mois et à 12 mois. Vous voyez bien que les petits ponts osseux commencent à apparaître. Donc ça, c'est important de bien le rechercher quand vous faites de l'imagerie. Et puis ici, un suivi à 1 an et 4 ans. On voit bien la cage qui est ici et puis le disque qui est complètement fusionné. Donc ça, il faut bien le regarder. Ensuite, il faut aller regarder, bien sûr, les ponts postérieurs, donc surtout au niveau des articulaires postérieurs. Donc l'objectif à atteindre, c'est vraiment une ossification complète ici en postérieur. Regardez ici, c'est un exemple d'une fusion latérale. Donc c'est une fusion unilatérale. Le chirurgien avait mis une seule cage, donc ça a bien fusionné à ce niveau-là. Et ici, en postérieur, ça a fusionné. De ce côté-là, ça n'a pas trop fusionné. Ça commence à fusionner, mais ce n'est pas complet. Le pont n'est pas complet. Une fois que vous avez regardé votre cage, votre matériel, et l'apparition des ponts, la fusion antérieure-postérieure, il faut regarder les vis. Donc les vis, on doit avoir une bonne ostéo-intégration autour de la vis. On ne doit pas retrouver de chambre de mobilité, comme je vais vous montrer après. Voilà, donc tout ça pour venir aux complications, qu'on sépare en deux types, les complications mécaniques et non mécaniques. Les complications mécaniques
souvent liées au matériel, la malposition, la non-intégration de la cage, la fracture du matériel, la fracture sur matériel, et puis le syndrome de l'étage adjacent, et puis les complications non mécaniques qui sont les complications plutôt aiguës, c'est l'hématome, surtout l'hématome, l'infection plutôt subaiguë, et puis plus chronique l'arachnoïdite et le pseudoméningocèle. Donc ici, une malposition du matériel. Donc, comme vous l'a montré le chirurgien, donc, il doit être bien en transpédiculaire et aller viser le corps vertébral. Là, on voit bien que la balistique n'était pas top, mais c'est vrai que ce n'est pas évident des fois sur certains rachis au bloc, surtout s'ils n'ont pas des amplis corrects. Là, en l'occurrence, il n'y a pas trop de conséquences chez ce patient, sauf que finalement, le matériel, vous voyez, autour de la vis, ça bouge, donc la vis, elle n'est pas du tout, c'est pas du tout adapté. Ici, une vis qui passe un peu au niveau du récessus latéral, donc qui peut aller titiller la racine nerveuse et entraîner des radiculalgies. Ici, bien sûr, une vis qui est dans le canal. Heureusement, on est bas, donc il n'y a pas trop de conséquences pour le patient. Après, dans des grands montages comme ça, dans les chirurgies de scoliose, ce n'est pas évident pareil pour eux, surtout s'ils ne cèdent pas de différentes techniques type CBCT ou 4DCT. Si c'est juste un appareil de scopie classique, ça peut être difficile d'avoir des bonnes trajectoires. Donc ils peuvent aller titiller certains organes. Ici, on se demandait où était la vis. En fait, quand on regarde, elle est au niveau du dôme hépatique. Donc elle avait quand même entraîné un petit hématome sous-capsulaire. Donc il faut faire attention. Un autre exemple ici, elle était au contact de l'aorte. Mais il faut savoir que ce n'est pas évident, parce que les pédicules sont petits, sont scoliotiques, donc on peut vite faire une fausse route. Et donc là, l'idée, c'est que le chirurgien, avec le battement de l'aorte, il s'est dit, si je le laisse, ça va être catastrophique, donc ça a été retiré. Et heureusement, le patient avait fait un petit hématome mural, heureusement, qui a bien évolué. Les cages intersomatiques, donc c'est le matériel qui va mettre entre les deux vertèbres, donc ça peut bouger. Donc soit ça va être bien positionné, ça va bouger, et soit ça n'a pas été mis correctement. Ici, une cage intersomatique qui est un peu trop postérieure, et donc qui peut entraîner une radiculalgie. Ici, une cage intersomatique qui s'est un peu fragmentée et qui a reculé complètement. Donc là, le patient avait été repris pour la retirer, parce que vous comprendrez que la racine, il y a un conflit avec la racine. Ensuite, ces fameuses micromobilités de vis. Donc comment on les recherche? On va rechercher une petite chambre autour de la vis. Donc on appelle ça une chambre de micromobilité. Donc si ça bouge, eh ben la fusion ne va pas pouvoir se faire correctement. Regardez, ici, on a des chambres de mobilité de vis. Normalement, on doit avoir une ostéo-intégration complète de la vis. Là, on a des chambres de mobilité. Et quand vous regardez à ce niveau-là, on a des chambres de mobilité de vis et il n'y a pas du tout de fusion postérieure. Alors que de ce côté, on a une fusion postérieure, l'endroit où les vis étaient bien, bien ostéo-intégrées. Un autre exemple de micromobilité de vis, donc toujours cette chambre de micromobilité autour de la vis. Et l'idée, c'était quand même d'avoir une fusion discale, sauf que là, on a un phénomène de vide discal, donc ça veut dire que ça bouge. Donc quand vous avez un phénomène de vide discal à distance d'une chirurgie, c'est que l'arthrodèse n'est pas correcte, c'est qu'il se passe quelque chose, c'est que ça bouge. La cage peut se fragmenter, je vous avais montré tout à l'heure, la fragmentation avec la cage qui tombe en arrière. Ici, en l'occurrence, elle tombe devant. La cage peut se fragmenter et le greffon osseux peut se condenser et peut y avoir une pseudarthrose finalement. Parce que l'idée, effectivement, c'est d'avoir une ankylose, une fusion complète. Quand il n'y a pas d'ankylose, on parle de pseudarthrose ou de non-fusion. Et donc, l'aspect condensé du greffon osseux, un os qui condense, c'est un os qui meurt finalement. C'est une ischémie de l'os. Et c'est un infarctus osseux, donc en imagerie, il va devenir blanc. Et il n'y aura pas de raréfaction, il va devenir blanc, et donc ça donnera cet aspect. Le matériel peut se casser, donc c'est important de bien regarder comment sont les vis. Il ne faut pas simplement regarder l'os. Donc ici, en l'occurrence, vous voyez, vous avez une fracture du matériel, c'est assez fréquent. Ce n'est pas souvent symptomatique à ma connaissance. On peut avoir des fractures sur matériel. Ici, c'est un patient qui venait d'être opéré. Donc, il avait eu son matériel, des vis, du ciment autour des vis. Et puis, il arrive pour une douleur. Il a des radios. Effectivement, on voit qu'il se passe quelque chose au niveau du plateau, là.
on regarde, effectivement, il avait fait une fracture sous le plateau, à l'endroit vraiment où il y avait la vis qui passait, quoi. Ça avait fragilisé un peu, probablement la raréfaction osseuse post-chirurgie, et puis paf, ça a tassé. Ici en sagittal. Et donc le patient était douloureux. Ensuite, le syndrome de l'étage adjacent, donc, que vous connaissez bien. Hein, donc, on modifie les contraintes mécaniques. Donc, au-dessus, ça va s'user plus. On le voit bien ici en scanner. Hein, 2013-2015, on avait un disque qui était plus ou moins correct. Et puis ensuite, le disque s'est affaissé. On a des remaniements de la lame osseuse sous-chondrale et puis du phénomène de vide. Les complications non mécaniques. Bon, une des principales, c'est l'infection. Donc, souvent, l'infection, elle arrive en subaigu. Bon, c'est simple, hein, le patient il est symptomatique, il a de la douleur, il a de la fièvre, de la température, donc c'est assez simple. Bon, chez nous, on fait des IRM hein, dans ce cas-là, hein, on va rechercher des signes d'infection, donc on a des anomalies de signal plus que d'émateuses, hein, c'est limite du remplacement de la moelle osseuse, avec sur les séquences dédiées, on voit ici un abcès épidural, ici on est au niveau du site chirurgical, et quand on injecte, on voit que c'est du tissu de granulation. On voit très bien ici l'abcès épidural. Et puis quand on fait un contrôle scanner à 10 jours, eh ben, on voit qu'apparaissent, donc au niveau du matériel discal, apparaît des érosions osseuses floues, sans reconstruction osseuse en rapport avec l'infection. Donc ça, c'est assez facile pour nous. Une autre complication qui est souvent aiguë en post-op précoce, ben, c'est l'hématome. Hein, donc c'est pareil, on fait de l'IRM pour ça. On va rechercher, on utilise essentiellement la pondération T1, donc pour rechercher un hypersignal T1 spontané qu'on retrouve ici. On pourrait se dire, mais c'est de la graisse épidurale, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un T1 FATSAT, on enlève le signal de la graisse, mais sans injection, et on va retrouver cet hypersignal T1 spontané. C'est un hématome, jusqu'à preuve du contraire. En T2, souvent l'hématome, il va être en hyposignal T2. Dans les phases aiguës, dans les phases subaiguës, il va être plutôt en hypersignal T2. Donc là, en l'occurrence, ça comprime les racines de la queue de cheval, donc le patient est repris au bloc pour drainer cet hématome. Un autre exemple d'hématome en pondération T1 et en pondération T2. Pareil, patient repris pour évacuer l'hématome. Donc je vous disais, il faut faire attention au remaniement post-opératoire précoce. Ici, un patient qui vient d'être opéré. Hein. On a des bulles de gaz dans les tissus mous, au contact du disque, au contact de l'endroit où le chirurgien est passé. Donc quand vous avez ça, il ne faut surtout pas dire hématome, il faut dire remaniement post-opératoire, il ne faut pas dire infection. Si vous avez un doute, vous faites une IRM, mais en post-op précoce, c'est normal d'avoir ce genre d'image. Donc il ne faut pas affoler que ce soit le patient ou le chirurgien, quoi. Le pseudoméningocèle, donc ça c'est assez facile, pareil en IRM, hein, finalement c'est une poche avec du LCR dedans. Donc en hyposignal T1, hypersignal T2, ça rehausse pas, ou ça rehausse vraiment en périphérie. Donc ça c'est assez facile. Un autre exemple ici. Et enfin, l'arachnoïdite. Hein, l'arachnoïdite, c'est dans les complications précoces. Ici, c'est un montage assez important avec du matériel intersomatique. Et puis, finalement, l'arachnoïdite, c'est les racines, en fait, liées au tissu cicatriciel. Les racines vont s'agglutiner, un peu comme des spaghettis un peu trop cuits. Ils vont s'agglutiner, ça va nous donner un peu cet aspect-là. On a des formes un peu plus chroniques, hein, des arachnoïdites calcifiantes, hein, qui peuvent entraîner des douleurs chez les patients. Donc pour conclure, importance de bien connaître le matériel, les techniques opératoires, savoir ce que le chirurgien a fait comme chirurgie, connaître les aspects normaux post-opératoires. En cas de douleur aiguë post-op, il faut penser à l'hématome, hein, c'est ce qu'on retrouve le plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ankylose cervicale arrive plus tôt, 3-6 mois, que l'ankylose lombaire, 6 à 18 mois. Bien suivre les petits ponts osseux, bien regarder les petits signes de micromobilité. Voilà, je vous remercie.